14 novembre 1944, 4h37, île de Bougainville. Le sergent-chef Thomas McKenna, 23 ans, avait la joue collée à la boue volcanique et écoutait la mort se rapprocher. Le bruit venait de l'obscurité, droit devant lui. Un grattement régulier, patient, presque mécanique. Des sapeurs japonais. Ils creusaient. À chaque seconde, ils gagnaient du terrain vers la ligne défensive américaine. McKenna commandait un poste de mitrailleuse sur le périmètre avancé de la 37e division d'infanterie. Sa Browning M1919A4 reposait sur son trépied, chargé de munitions ordinaires. 200 yards de terrain découvert séparaient sa position de la lisière de la jungle. Les sapeurs étaient là-bas, sous terre. Les 4 nuits précédentes, ils avaient repercé à 3 endroits différents du périmètre, surgissant de trous camouflés pour lancer des grenades et des charges explosives avant de disparaître à nouveau dans le sol. Les balles classiques n'y faisaient rien. On ne peut pas tuer ce qu'on ne voit pas. Au cours de la semaine écoulée, McKenna avait tiré plus de 2500 coups vers des entrées de tunnels supposés. Le grattement n'avait jamais cessé. Il tendit la main vers la caisse de munitions à côté de lui. Poids différents. Sont différents quand la bande glissa entre ses doigts. L'armurier les avait livrés 3 heures plus tôt avec une seule consigne. Tire court. Et dis-moi ce que tu observes. La bande ressemblait en tout point à des munitions standards, mais chaque cartouche était plus lourde, d'environ 2 grammes. McKenna ignorait pourquoi. Il allait bientôt le comprendre. En novembre 1944, les forces américaines combattaient dans le Pacifique depuis 3 ans. Elles avaient appris une vérité brutale. Les armes d'infanterie classiques n'étaient pas conçues pour la jungle. Les Japonais, eux, avaient apporté la guerre souterraine à un niveau de maîtrise redoutable. Rien que sur Bougainville, plus de 800 réseaux de tunnels avaient été recensés. Certains s'enfonçaient à plus de 60 mètres sous terre. D'autres reliaient entre eux des systèmes défensifs entiers sur plusieurs centaines de mètres. La munition standard de calibre 30 faisait exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Elle traversait les corps. Elle perçait le bois, parfois la terre mêlée de végétation. Mais face à la jungle, elle était presque inutile. Une mitrailleuse pouvait cracher 500 coups par minute vers une lisière verdoyante sans obtenir le moindre résultat. Les balles se perdaient dans les feuilles, les lianes et le sol meuble, laissant l'ennemi intact. Le problème était mesurable. Après la bataille de Tarawa, en novembre 1943, les analystes estimèrent que 45 000 cartouches de mitrailleuses avaient été tirées pour chaque ennemi, confirmées hors de combat. À Peleliu, en septembre 1944, ce chiffre grimpa à 67 000 pour 1. Les armes fonctionnaient. Les cibles, elles, restaient invisibles. La guerre des tunnels ne fit qu'aggraver la situation. Sur des îles comme Iwo Jima, les grottes abritaient des positions renforcées par du béton de corail et des rails d'acier récupérés sur des infrastructures détruites. Une balle standard frappant la roche éclatait ou ricochait. Elle ne pénétrait pas. Elle n'effondrait rien. Le défenseur restait en sécurité pendant que l'attaquant gaspillait des milliers de coups. Les lance-flammes apportaient une solution partielle. Mais ils obligeaient leurs opérateurs à s'approcher à moins de 40 yards. En réalité, leur portée efficace dépassait rarement 20 à 25 yards. À cette distance, un défenseur embusqué, armé d'un fusil, avait tous les avantages. Entre juin 1943 et octobre 1944, dans le Pacifique, 92% des servants de lance-flammes furent mis hors de combat dès leurs 3 premiers engagements. L'artillerie pouvait faire s'effondrer des tunnels, à condition de toucher juste. Or, les observateurs avancés ne voyaient souvent pas les entrées qu'ils cherchaient à détruire. Ils corrigeaient leurs tirs à partir d'éclairs de bouche ou de positions supposées. En 1944, un obus de 105 mm coûtait $32. Des dizaines de milliers furent tirés pour neutraliser des réseaux souterrains que l'infanterie ne pouvait atteindre. Les torpilles Bangalore étaient efficaces à très courte distance, mais exigeaient que les fantassins rampent jusqu'à quelques mètres des positions ennemies, vaisseaux ennemis pour les placer. Les charges explosives improvisées imposaient la même approche quasi suicidaire. Entre 1943 et 1945, les campagnes du Pacifique coûtèrent la vie à 41 000 soldats américains. Les analyses d'après-guerre estimèrent que 30 à 40% de ces pertes avaient eu lieu à moins de 50 yards de positions japonaises fortifiées que les armes légères classiques ne pouvaient neutraliser. Le service de l'ordonnance de l'armée américaine le savait.
Il fallait autre chose, pas un nouveau système d'armes. Il n'y avait ni le temps ni les moyens de concevoir, tester et produire un équipement entièrement inédit. Il fallait transformer l'existant, forcer une arme à faire ce pourquoi elle n'avait jamais été conçue. La Browning M1919-4 était idéale pour cela. À la mi-1944, plus de 38 000 exemplaires étaient déployés dans le Pacifique. Chaque compagnie d'infanterie en possédait au moins 2. Les équipes les connaissaient par cœur. La logistique suivait. Si les ingénieurs parvenaient à rendre cette mitrailleuse efficace contre les fortifications et le camouflage, ils décupleraient la puissance de feu américaine sans ajouter une seule arme de plus à l'inventaire. La solution allait venir d'un endroit inattendu. Pas des officiers d'infanterie, pas des spécialistes de mitrailleuses, mais des unités d'artillerie anti-aérienne. Si vous voulez savoir ce qui se passa lorsque des ingénieurs américains transformèrent une simple mitrailleuse d'infanterie en une arme capable de terroriser les défenseurs japonais, il suffit de suivre le fil pour la suite. L'histoire prend une tournure inattendue. Revenons à Makena. L'idée prit forme en mars 1944 à l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Le capitaine Richard Hollings, officier de l'ordonnance formé à l'ingénierie, étudiait alors les performances des munitions anti-aériennes, la mitrailleuse lourde Browning M2 de calibre .50 utilisée pour la défense aérienne tirait plusieurs types de cartouches spécialisées. L'une d'elles, la M8 perforante incendiaire, contenait une faible charge explosive destinée à enflammer les réservoirs de carburant des avions ennemis. Hollings se posa une question simple, presque naïve. Était-il possible de réduire ce principe à un calibre .30 ? La physique, elle, ne l'était pas. Une cartouche de 30-06 ne disposait que d'un volume interne équivalent à environ 68 grains d'eau. Une fois la poudre nécessaire pour atteindre la vitesse initiale standard, près de 850 mètres par seconde, il ne restait pratiquement aucun espace pour une charge explosive. Le projectile standard pesait déjà 150 grains. Ajouter un effet explosif impliquait de repenser entièrement la balle. La première réponse fut la cartouche incendiaire M1, officiellement désignée Caliber 30 Incendiary M1. Mais ce qui parvint réellement dans le Pacifique à l'automne 1944 était une version modifiée, connue dans les documents de l'ordonnance sous le nom de M1A1 à effet incendiaire et explosif. Cette munition n'avait plus grand-chose à voir avec une balle classique. Le projectile pesait 162 grains, soit 12 de plus que la norme. Les 40% avant étaient constitués d'un noyau pénétrant en acier. Juste derrière se trouvait une cavité renfermant 4,2 grains d'un mélange de nitrate de barium et de poudre d'aluminium. À la base, un petit détonateur était relié au noyau par un percuteur monté sur ressort. Le fonctionnement était ingénieux. Lorsqu'une balle frappait un obstacle suffisamment dur, roche, bois, terre tassée, et subissait une décélération brutale, l'inertie du percuteur le projetait vers l'avant. Il frappait alors le détonateur, déclenchant la réaction du mélange barium-aluminium. L'explosion produisait une température éclair dépassant les 2300 degrés Celsius, accompagnée d'une onde de choc capable de pulvériser l'enveloppe en cuivre et de projeter des fragments de métal incandescent dans un rayon d'une trentaine de centimètres. Chaque balle devenait, en pratique, une grenade miniature. Insuffisante pour tuer par souffle seul, mais redoutable contre les abris et le camouflage. Un seul impact dans un tronc ouvrait un trou large comme un poing en projetant des éclats brûlants à travers le bois. 5 impacts à l'entrée d'un tunnel suffisaient à faire s'effondrer la terre meuble et à embraser tout ce qui pouvait brûler à proximité. Les essais menés à Aberdeen en mai 1944 furent sans équivoque. Face à des bunkers simulant des positions japonaises, faits de rondins et de terre, les projectiles M1A1 obtenèrent une capacité de pénétration supérieure de 340% à celle des munitions ordinaires. Plus encore que l'effet matériel, l'impact psychologique se révéla décisif. À chaque coup, l'éclair visible et la détonation sèche rendèrent le tir réellement suppressif. Impossible pour un défenseur de faire abstraction de ce déluge. La première série, produite en juillet 1944, comptait 500 000 cartouches. Elles étaient identifiables par une pointe bleue. La doctrine recommandait de les mélanger aux balles standards selon un ratio d'une M1A1 pour 4 cartouches classiques, formant ainsi une bande cocktail combinant volume de feu et effet explosif. La Browning M1919A4 n'exigeait aucune modification. Les cartouches avaient les mêmes dimensions que la 30-06 standard,
s'insérait dans les mêmes maillons de bande et était parfaitement stabilisé par le canon de 61 cm à pas de rayure de 1,10. La vitesse initiale chutait légèrement, à environ 840 mètres par seconde, en raison du poids supérieur du projectile, sans que cela n'affecte la précision aux distances habituelles de combat en jungle, entre 50 et 300 yards. Le véritable inconvénient restait le poids. Une bande de 250 cartouches ordinaires pesait environ 10 kg. Chargée avec le mélange M1A1, elle atteignait près de 12 kg et demi. Pour des servants qui transportaient déjà la mitrailleuse de 14 kg, le trépied, les canons de rechange et les outils, les quelques kilos supplémentaires se faisaient sentir mais restaient supportables. La première livraison de combat arriva à Bougainville le 10 novembre 1944. 400 000 cartouches furent réparties entre 12 compagnies d'infanterie. Pas de formation spécifique, pas de doctrine détaillée. Seulement une fiche technique d'une page et un avertissement clair. Tir contrôlé, ne jamais dépasser 100 coups en continu. Au-delà de 800 degrés, le canon risque une détonation prématurée dans la chambre. L'unité de Makena reçut 1500 cartouches le 13 novembre, de quoi charger 6 bandes de 250 coups. Il engagea la première à 4h30 le 14 novembre. 30 minutes plus tard, les bruits de creusement reprirent. Makena scrutait l'obscurité. Il était 4h46. Les grattements s'étaient tus depuis 3 minutes. Cela signifiait que les sapeurs étaient tout près, sans doute à moins de 50 yards du réseau de barbelés. Ils s'étaient tus pour écouter, cherchant à repérer les sentinelles américaines et à caler leur approche finale. À côté de Makena, accroupi dans la boue, le sergent adjoint, le soldat de première classe Eddie Kowalski, 19 ans, originaire de Pennsylvanie, gardait une main posée sur le canon de rechange. Procédure normale, après 200 coups, il faudrait changer le tube. Kowalski ne l'avait encore jamais fait sous le feu. Makena non plus. Leur unité avait été déployée à Bougainville 6 semaines plus tôt, des milliers de cartouches tirées à l'entraînement. 0 contact réel. Le bruit venait de loin, à environ 190 yards. Makena connaissait cette distance. Il l'avait mesurée à pas compter des dizaines de fois en plein jour. Puis un cliquetis métallique, net. Quelqu'un venait de heurter les boîtes d'alerte suspendues au fil extérieur. Ce n'était ni un animal, ni une fausse alerte. Les sapeurs japonais sortaient. Makena plaqua l'épaule contre la crosse de la M1919 et aligna les organes de visée vers l'origine du son. Il ne distinguait rien, seulement une masse noire et la silhouette floue de la lisière de la jungle découpée sur un ciel à peine moins sombre. Son doigt effleura la détente. La doctrine disait d'attendre une cible visible, ne pas gaspiller de munitions à l'aveugle. Il appuya quand même. La Browning s'éveilla en rugissant, réglée à 400 coups par minute, le rythme qu'il préférait. Une cartouche sur 5 dans la bande était une même unité d'incendiaire explosive. La différence fut immédiate, brutale. Les premières de balles ordinaires disparurent dans la nuit, accompagnées du claquement sec des projectiles supersoniques. Puis la première M1A1 frappa quelque chose de dur à 190 yards. Un éclair orange, vif, tranchant, illumina une portion de jungle d'une quinzaine de pieds pendant une fraction de seconde. Dans cet instant suspendu, Makena vit tout, des palmes arrachées, un tronc éclaté et une silhouette humaine plongeant sur le côté. 2 secondes plus tard, une seconde M1A1 impacta une douzaine de pieds à droite. Un nouvel éclair, un autre fragment de réalité. Une entrée de tunnel circulaire, large d'environ 1 mètre, renforcée par des planches de bois. Makena corrigea son tir et lâcha une rafale soutenue. 20 coups, 4 M1A1, les 4 explosèrent à moins de 3 mètres de l'entrée. Dans l'obscurité, les éclairs étaient aveuglants. Chaque détonation révélait davantage de détails, davantage d'hommes. Il en compta 5 désormais, se précipitant vers le tunnel pour se replier. L'un d'eux n'alla pas assez vite. Une M1A1 frappa le sol à moins d'1 mètre de lui. L'explosion le faucha sur le flanc. Il s'effondra. Makena le vit porter la main à ses côtes, là où des éclats de métal incandescent s'étaient enfoncés. La blessure brillait réellement, sous l'effet de l'aluminium en fusion incrusté dans la chair. « Jésus-Christ » murmura Kowalski. « C'est quoi ce truc ?» Makena ne répondit pas. Il déplaça son tir vers une seconde entrée supposée à une quarantaine de yards sur la gauche. Nouvelle rafale de 30 coups. 6 impacts M1A1. La jungle explosa en une succession d'éclairs oranges, comme une chaîne de pétards.
Quelque chose prit feu, sans doute les renforts en bois. Les flammes se propagèrent, offrant une véritable source de lumière. Cette fois, McKenna voyait parfaitement. 3 autres sapeurs couraient à découvert. Il les suivit dans sa ligne de mire et maintint le feu. La combinaison des balles ordinaires et des projectiles incendiaires était dévastatrice. Les premières les forçaient à zigzaguer, à se baisser. Les secondes pulvérisaient tout et les abris, les supprimant purement et simplement. Les 3 hommes tombèrent en moins de 15 secondes. 4h51. 5 minutes de combat. McKenna avait tiré 180 coups. Le canon brillait d'un rouge sombre même dans la nuit. Kowalski avait déjà le tube de rechange prêt, mais tout était fini. Plus aucun mouvement devant eux. Seulement des flammes et le silence. Sur tout le périmètre, le feu s'était tu. Les autres équipes de mitrailleuses avaient tant et cessé de tirer pour observer. Le poste de McKenna était le seul encore actif, et ce qu'on y voyait dépassait tout ce qu'un calibre 30 avait jamais produit. Chaque impact projetait un éclair visible à plus de 400 yards. Le lieutenant James Crawford, chef de section, atteignit la position à 4h58 en rampant dans la tranchée de communication. « C'est quoi ce bordel comme munition » demanda-t-il. « Du nouveau » répondit McKenna. « Arrivé hier. » Crawford observa la jungle en feu. « Vous avez fait s'effondrer les tunnels ?»« Aucune idée, mon lieutenant. Difficile à dire. » Il marqua une pause. « À la première lumière, on ira voir. Je veux comprendre ce que ça a fait. » Ils attendirent à l'aube. Procédure de sécurité standard. Personne ne sortait du périmètre de nuit, pas même pour récupérer des corps ou évaluer les dégâts. 6h23, les premières lueurs révélèrent l'ampleur du carnage. L'entrée principale du tunnel visée par McKenna était partiellement effondrée. Les planches de renfort avaient entièrement brûlé. La terre alentour avait été retournée, réduite en sol meuble par les explosions répétées. À l'intérieur du tunnel, visible depuis les barbelés, gisaient 2 corps, portant des brûlures caractéristiques de la fragmentation incendiaire à base d'aluminium. La seconde entrée, elle, avait totalement disparu. Le feu s'était propagé à travers la végétation sèche, gagnant les poutres de soutien interne du tunnel, et les avait embrasées. La structure du tunnel avait cédé sur près de 5 mètres. Le plafond s'était effondré. Dans la zone de tir, large de 200 yards, 7 corps japonais étaient éparpillés. Tous présentaient un mélange de blessures par balles classiques et de graves brûlures causées par les projectiles incendiaires, explosifs. Sur 3 d'entre eux, des fragments d'aluminium en combustion s'étaient enfoncés si profondément qu'ils avaient traversé les tissus jusqu'à l'os. La cage thoracique de l'un des soldats présentait un trou net. Un éclat d'aluminium avait pénétré, enflammé la chair alentour et creusé une cavité de près de 8 cm. À 6h45, Crawford ordonna l'envoi d'une patrouille en avant. Dans les tunnels effondrés, les hommes découvrirent 5 autres corps, ainsi qu'un matériel sans équivoque. Il s'agissait d'une unité de sapeurs en préparation d'un assaut à l'aube. Parmi les objets récupérés figuraient 23 grenades à manche, 4 charges explosives et des cartes détaillées des positions défensives américaines. Le rapport d'après-action, rédigé à 11h le 14 novembre, consignait les faits sans emphase. 180 coups tirés. 12 ennemis confirmés hors de combat. 2 réseaux de tunnels détruits ou rendus inutilisables. Aucune perte américaine. À titre de comparaison, les 3 précédentes opérations de neutralisation de tunnels à Bougainville avaient nécessité en moyenne 2400 cartouches par ennemi confirmées, avec environ 7 blessés américains à chaque engagement. Le 16 novembre, l'unité de McKenna reçut 10 000 cartouches supplémentaires de munitions incendiaires explosives M1. En moins de 24 heures, la nouvelle s'était répandue dans toute la 37e division d'infanterie. Le 18 novembre, chaque équipe de mitrailleuses réclamait les nouvelles cartouches. Les officiers du ravitaillement durent réorganiser en urgence les stocks existants, en donnant la priorité aux unités directement confrontées au réseau de tunnels japonais. Le surnom apparut spontanément, à travers les interrogatoires et les témoignages de prisonniers japonais. Plusieurs captifs faits entre le 20 et le 30 novembre désignèrent ces munitions sous le nom de Kamariju, littéralement « arme du tonnerre », ou plus librement « machine du tonnerre ». L'appellation fit son chemin. Bientôt, les soldats américains parlèrent eux aussi de Thunder Gun pour désigner les M1919 chargés de bandes incendiaires explosives. La production monta en puissance.
En décembre 1944, l'arsenal de Francfort, à Philadelphie, principal fabricant de munitions légères de l'armée américaine, réaffecta 15% de sa capacité de production de calibre .30 à la fabrication de cartouches MA1. En janvier 1945, la production mensuelle atteignait 2,3 millions de coups. La distribution privilégia les unités engagées dans les opérations de débarquement et d'assaut insulaires. La première division de Marines reçut 400 000 cartouches en décembre 1944, alors qu'elle se préparait pour Okinawa. La troisième division de Marines, opérant dans les Mariannes du Nord, en perçut 350 000. La 7e division d'infanterie, engagée dans la préparation des opérations aux Philippines, en reçut 280 000. Malgré cela, l'offre ne parvint jamais à satisfaire la demande. Même au plus fort de la production, les M1A1 représentaient moins de 2% de l'ensemble des munitions de calibre 30 fabriquées. Les commandants durent rationner sévèrement ces cartouches. La dotation standard fut fixée à 1000 coups par mitrailleuse, avec priorité aux armes en position défensive ou appuyant des assauts contre des positions fortifiées. Les forces japonaises tentèrent de s'adapter. Des rapports de renseignement datés de janvier 1945 indiquaient que leurs ingénieurs renforçaient désormais les entrées de tunnels avec des plaques d'acier récupérées sur des véhicules et des navires détruits. La méthode offrait une protection partielle. La charge explosive de la M1A1 n'était pas assez puissante pour percer des plaques d'acier épaisses, mais l'effet incendiaire demeurait. Sous le feu soutenu, le métal chauffait rapidement, et les fragments d'aluminium ricochaient vers l'intérieur des tunnels, créant une pluie d'éclats brûlants qui rendait les positions intenables. L'impact psychologique fut considérable et mesurable. Les rapports d'après-action d'Iwo Jima, en février et mars 1945, signalèrent une augmentation nette des abandons de positions souterraines sous le feu des mitrailleuses. Jusqu'alors, les défenseurs restaient en place jusqu'à la mort ou jusqu'à l'intervention des lance-flammes. Avec l'emploi des munitions incendiaires explosives, ils commencèrent à se replier après seulement 30 à 40 impacts à proximité immédiate. Plusieurs engagements illustrèrent cette efficacité. Le 15 janvier 1945, à Luçon, l'équipe de mitrailleuses du sergent Michael Dukas engagea un complexe de bunkers japonais à une distance d'environ 145 yards. En 6 minutes, avec 2 bandes de 20 coups mêlant balles ordinaires et M1A1, ils provoquèrent l'effondrement de 3 tunnels reliés entre eux et forcèrent l'évacuation d'une trentaine de défenseurs. Les munitions classiques avaient échoué à neutraliser ce même réseau lors de 3 assauts précédents, étalés sur 2 semaines. Le 23 février 1945, à Iwo Jima, une équipe de la 5e division de Marines utilisa 340 cartouches pour réduire au silence un système de grottes sur les pentes du mont Suribachi. Les projectiles incendiaires enflammèrent un stock de munitions dissimulé à l'intérieur, déclenchant une explosion secondaire qui tua 18 défenseurs et scella définitivement l'entrée. Le 29 mars 1945, lors de l'invasion d'Okinawa, des mitrailleuses chargées de munitions M1A1 engagèrent des positions japonaises sur la crête de Kakazu, à des distances dépassant les 400 yards. À chaque impact, l'éclair produit par l'explosion servait de repère visuel. Les observateurs avancés américains purent ainsi diriger avec une précision inédite les tirs d'artillerie vers des positions qui étaient restées invisibles lorsque seules des balles traçantes classiques étaient employées. Ces munitions n'étaient cependant pas exemptes de défauts. Le plus grave était la détonation prématurée. Environ une cartouche sur 2500 voyait son mécanisme percutant se déclencher à l'intérieur même du canon. Le phénomène apparaissait le plus souvent lorsque la température du tube dépassait les 450 degrés Celsius, un seuil atteignable après 150 à 200 coups tirés en rafale continue. Une telle détonation endommageait le canon, le rendant inutilisable. Entre décembre 1944 et juin 1945, l'armée américaine enregistra 426 cas de canons détériorés à la suite de détonations prématurées de M1A1. La réponse ne fut pas technologique mais tactique. Les équipes apprirent à limiter les rafales à 80 coups, à laisser le canon refroidir une trentaine de secondes entre chaque séquence et à changer systématiquement de tube toutes les 200 cartouches, même en l'absence de signes visibles de surchauffe. Ces règles simples réduisirent les incidents d'environ 70%. Un autre problème concernait la conservation. Les M1A1 se révélaient sensibles à l'humidité.
Exposé trop longtemps à un climat tropical, le mélange explosif à base de nitrate de barium et d'aluminium se dégradait. Les lots qui stockaient plus de 90 jours dans le Pacifique affichaient un taux de défaillance de 12 à 15%. Les cartouches partaient normalement au tir mais n'explosaient plus à l'impact. Les officiers du ravitaillement durent alors adopter une rotation stricte des stocks, distribuant en priorité les munitions les plus anciennes. Le coût entra également en ligne de compte. En 1944, une cartouche M1A1 coûtait environ 1800 à produire, contre 400 pour une balle standard. Cette multiplication par 4,5 limitait forcément la diffusion de ces munitions. Soucieux des budgets, les responsables logistiques en réservaient souvent l'emploi à des opérations précises, plutôt que d'en autoriser un usage généralisé. En mai 1945, environ 8,7 millions de cartouches M1A1 avaient été expédiées vers le théâtre du Pacifique. L'analyse des rapports de consommation laisse penser qu'environ 6,2 millions furent effectivement tirés en combat. Les 2,5 millions restantes furent soit perdues à cause de l'humidité, soit conservées en réserve, soit encore présentes dans les circuits logistiques au moment de la fin de la guerre. Le principe scientifique à l'origine de l'effet explosif du M1A1 était relativement simple, mais exigeait une ingénierie d'une grande précision. Le nitrate de barium jouait le rôle d'oxydant, l'aluminium celui de combustible, produisant ce que les chimistes appellent une réaction de type thermite. Contrairement aux explosifs classiques, comme le TNT ou le RDX, qui libèrent à leur énergie par décomposition rapide, ce mélange libérait la sienne par une réaction d'oxydoréduction. Le nitrate de barium fournissait l'oxygène, l'aluminium brûlait, et l'amorce percutante déclenchait l'ensemble. La réaction se déroulait en environ 3 millisecondes. Durant cet instant infinitésimal, la température à l'intérieur du projectile atteignait plus de 2300 degrés Celsius. L'enveloppe en cuivre fondait instantanément. L'aluminium, encore en combustion, se fragmentait en particules allant d'un demi-millimètre à 3 mm de diamètre. Ces éclats se dispersaient de manière quasi sphérique, avec un rayon de blessure efficace d'une quinzaine de centimètres et un éclair visible sur une trentaine de centimètres. Le noyau en acier situé à l'avant du projectile, lui, ne se consumait pas. Il poursuivait sa trajectoire, pénétrant encore 5 à 10 centimètres au-delà du point d'explosion, selon la nature de l'obstacle. Une balle pouvait ainsi traverser un tronc, exploser à l'intérieur du bois, puis laisser son noyau ressortir de l'autre côté. L'effet sur les fortifications était spectaculaire. Des obstacles de bois et de terre capables d'arrêter des balles ordinaires étaient éventrés, pulvérisés. Les équipes de mitrailleuses développèrent progressivement des techniques de chargement sophistiquées pour tirer le meilleur parti de ces munitions. Le mélange standard restait d'une M1A1 pour 4 balles classiques, mais les servants expérimentés adaptaient ce ratio à la situation. Face à des ennemis visibles et peu protégés, ils augmentèrent la proportion de munitions ordinaires afin de maintenir un volume de feu élevé. Contre des positions fortifiées ou dissimulées, ils passaient à une M1A1 pour 3, voire une pour 2. Le chargement des bandes devint un véritable art. Certaines équipes alternaient les séquences, 5 balles ordinaires, une M1A1, 3 balles, une M1A1, afin de varier les effets à l'impact. D'autres surchargeaient volontairement le début de la bande en munitions explosives pour les 50 premiers coups, afin de provoquer un choc psychologique immédiat avant de revenir à un mélange plus classique pour le feu prolongé. Mais cette signature visuelle posait aussi des problèmes tactiques. Chaque impact de M1A1 produisait un éclair orange intense, visible à plus d'1 kilomètre dans l'obscurité. La position de tir devenait alors évidente pour l'ennemi. Les équipes japonaises de mortiers et d'artillerie apprirent rapidement à repérer ces éclairs pour régler leurs tirs. Les servants de mitrailleuses, utilisant des M1A1 de nuit, subirent ainsi un taux de perte par contre-batterie supérieur de 34% à celui des équipes armées de munitions classiques. La réponse fut une discipline de position rigoureuse. Les équipes adoptaient alors une nouvelle façon de combattre. Elles tiraient 20 à 30 coups, interrompaient immédiatement le feu et se repliaient sans attendre vers une position secondaire située à 25 ou 50 yards de la précédente. Elles patientaient 2 à 3 minutes, le temps que les tirs de riposte ennemis s'abattent sur l'emplacement désormais vide, puis reprenaient le feu depuis leur nouvelle position. Cette tactique de tir et déplacement était courante pour l'artillerie ou les armes lourdes, mais elle constituait une nouveauté pour des mitrailleuses de calibre 30.
Les exigences en matière d'entretien augmentèrent elles aussi de façon notable. Les résidus explosifs laissés par les M1A1 formaient un des dépôts corrosifs dans le canon et la chambre. Les méthodes de nettoyage habituelles, brosse et solvant, ne suffisaient mais plus. Les consignes des armuriers imposaient un démontage complet et un nettoyage approfondi toutes les 500 cartouches M1A1 contre 2500 pour les munitions ordinaires. Les équipes découvrirent également que les M1A1 se comportaient de manière inégale à très longue distance. Au-delà de 600 yards, la vitesse du projectile chutait sous le seuil nécessaire pour déclencher de façon fiable le mécanisme percutant. Environ 30% des cartouches tirées à plus de 700 yards impactaient sans exploser. Elles se comportaient alors comme de simples balles classiques, privées de leur effet incendiaire. Cette limitation réduisait l'intérêt des M1A1 pour le tir de suppression à longue portée. Les Japonais ne développèrent jamais d'équivalent direct. Leur capacité industrielle, en 1944-1945, ne permettait pas la fabrication de projectiles explosifs miniaturisés exigeant une telle précision. Ils expérimentèrent bien des munitions incendiaires pyramidales pour l'aviation, mais ne déployèrent à jamais de cartouches explosives portables pour l'infanterie. Les forces allemandes avaient, de leur côté, mis au point des munitions comparables. La cartouche d'observation de 7,1 à Satopadarana, dotée d'une faible charge explosive produisant un éclair visible à l'impact afin de corriger le tir des mitrailleuses. Mais la chimie employée était différente, et ces projectiles n'étaient même pas conçus pour détruire des matériaux ou des fortifications. Leur rôle était strictement observationnel. Le développement américain du M1A1 relevait d'une ingénierie singulière. Intégrer un noyau pénétrant, une charge explosive et un détonateur percutant fiable dans un projectile de calibre .30 exigeait des tolérances de fabrication mesurées au millième de pouce. Le moindre déséquilibre compromettait la précision. La moindre variation dans la masse de la charge explosive entraînait des détonations irrégulières. Le fait que plus de 93% des cartouches Bobby produites aient fonctionné conformément aux spécifications témoignait du niveau de contrôle qualité atteint par l'industrie américaine. Ces munitions présentaient aussi une signature sonore particulière. Une balle standard produisait le duo familier, le claquement supersonique du projectile suivi du coup de feu. La M1A1 ajoutait un troisième élément, le pop sec de la détonation à l'impact. À des distances typiques de combat en jungle, entre 100 et 300 yards, les soldats comparaient ce son à celui d'un gros pétard. Les trois bruits, claquement, détonation, explosion, formaient une signature acoustique immédiatement reconnaissable. Cette signature était à la fois un avantage et un handicap. Elle permettait aux forces amies d'identifier rapidement quelle mitrailleuse utilisaient les M1A1, facilitant la coordination des appuis. Mais elle indiquait aussi à l'ennemi, sans ambiguïté, ce à quoi il avait affaire. Des manuels tactiques japonais, capturés en 1945, mentionnaient explicitement ce bruit distinctif et recommandaient aux défenseurs d'abandonner immédiatement leur position sous le feu des « machines du tonnerre », plutôt que de tenter de les neutraliser. La production des munitions incendiaires explosives MUMA-1 prit fin en septembre 1945. À la capitulation du Japon, l'arsenal de Frankfurt avait fabriqué environ 12,4 millions de cartouches. Près de 9,8 millions avaient été expédiés vers le Pacifique. Environ 1,9 million restaient stockés sur le territoire continental des États-Unis et 700 000 se trouvaient encore en transit ou dans des dépôts intermédiaires. En novembre 1945, l'armée classa ces munitions comme matériel restreint. La justification officielle invoquait les débats internationaux émergents sur le contrôle des armements et plus précisément l'interdiction de munitions jugées susceptibles de provoquer des souffrances inutiles. Une position quelque peu paradoxale alors que lance-flammes, phosphore blanc et napalm demeuraient en service. Quoi qu'il en soit, la décision fut maintenue. Les stocks existants furent soit détruits, soit placés en stockage de longue durée. Entre 1945 et 1948, près de 8 millions de cartouches M1A1 furent éliminées par brûlage à ciel ouvert sur des sites spécialisés. Le reste fut conservé sous contrôle strict dans 3 dépôts, Pueblo dans le Colorado, Bluegrass dans le Kentucky et Hawthorne dans le Nevada.
La guerre de Corée raviva brièvement l'intérêt pour ces munitions, lorsque les forces nord-coréennes et chinoises démontrèrent à nouveau une maîtrise étendue des réseaux de tunnels et des fortifications souterraines. À la fin de l'année 1950, des officiers de l'ordonnance se souvinrent des M1A1. Ils retrouvèrent environ 1,2 million de cartouches, encore considérées comme utilisables dans les dépôts. Des essais sur le terrain menés en février 1951 révélèrent toutefois de sérieux problèmes de dégradation. Des munitions stockées depuis 6 ans affichaient un taux de défaillance de 23%. Le mélange nitrate de barium-aluminium s'était altéré malgré des conditions de stockage contrôlées. Les mécanismes de percussion s'étaient oxydés. Et parmi les cartouches qui fonctionnaient encore, près de 40% présentaient un effet explosif amoindri. L'armée trancha, il n'était pas question de remettre en service ces munitions vieillissantes. Le taux de défaillance était trop élevé et relancer la production aurait nécessité de réactiver des chaînes industrielles démontées dès 1945. On choisit une autre voie. Les efforts furent réorientés vers le développement de munitions explosives plus fiables pour la nouvelle mitrailleuse M60. Ce travail déboucha, des années plus tard, sur des cartouches modernes comme les SLAP et SLAP-T. Quant aux MA1, elles disparurent pratiquement des documents officiels après 1951. La plupart des historiens militaires se concentrèrent sur des systèmes d'armes plus visibles. Les munitions n'avaient pas la même aura qu'un char ou qu'un avion. Elles n'apparaissaient pas dans les ouvrages de référence consacrés à l'armement d'infanterie de la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans qui les avaient utilisées les évoquaient rarement dans leur mémoire, sans doute parce que leur emploi avait été bref, et aussi parce que leur statut classifié laissait entendre qu'il valait mieux ne pas en parler. La déclassification se fit lentement. En 1973, la mention « restreint » fut officiellement levée, mais à ce moment-là, presque plus personne ne se souvenait de l'existence de ces cartouches. Les premières spécifications techniques n'apparurent dans des rapports d'ordonnance déclassifiés qu'en 1982. Les données complètes sur leur emploi au combat ne furent rendues publiques qu'en 1998, lorsque l'armée publia l'ensemble des relevés de consommation de munitions de la campagne du Pacifique. Il existe aujourd'hui des équivalents modernes, mais ils répondent à d'autres besoins. La cartouche MK211 de calibre .50, par exemple, utilise une technologie explosive et incendiaire dans un calibre bien plus important, pensée avant tout pour l'attaque de matériel et la perforation de blindage léger. Les munitions de 25 mm du canon M242 Bushmaster comprennent elles aussi des versions explosives incendiaires. En revanche, il n'existe toujours pas d'équivalent direct de la MA1 en calibre .30, ni dans un calibre léger réellement portable par l'infanterie. L'héritage, lui, est resté. Les recherches modernes sur les projectiles intelligents, les détonateurs miniaturisés et les microcharges explosives s'inspirent directement des enseignements tirés de la MUA1, les ingénieurs travaillant sur des munitions de nouvelle génération, comme les projets EMATS ou les cartouches de 6,8 mm destinées à l'infanterie future, ont expérimenté des projectiles à effet variable, capables de privilégier soit la pénétration, soit la fragmentation selon la nature de la cible. Une idée très proche, sur le plan conceptuel, de ce que la MA1 réalisait déjà par des moyens purement mécaniques. Plusieurs musées conservent aujourd'hui des exemplaires de ces munitions, le plus souvent sous forme inerte. Les cartouches actives sont rares et strictement contrôlées. Le National Museum of the United States Army, à Fort Belvoir, expose une MA1 sectionnée révélant sa structure interne. Le musée du corps des Marines, à Quantico, présente une bande complète mêlant balles ordinaires et M1A1 dans son exposition consacrée à la guerre du Pacifique. Le sergent-chef Thomas McKenna survécut à la guerre. Il rentra à Chicago en novembre 1945, travailla comme machiniste pendant 38 ans et parla très peu de ses expériences de combat. Lors d'un entretien réalisé en 1987 pour un projet local consacré aux vétérans, il ne mentionna les munitions spéciales qu'une seule fois, se contentant de dire que certaines balles explosaient quand elles touchaient quelque chose. McKenna mourut en 2003 à l'âge de 82 ans. Ses états de service, déclassifiés en 2008, documentaient son action du 14 novembre 1944 et le désignaient comme le premier soldat américain à avoir utilisé des munitions incendiaires explosives M11 en combat. Il ne l'apprit jamais. Le soldat Eddie Kowalski, son aide-mitrailleur, fut tué le 18 mars 1945 lors des opérations à Luçon.
Il avait 19 ans. Il trouva la mort pendant une contre-attaque japonaise contre un dépôt de ravitaillement américain. Il tenait une position de mitrailleuse lorsqu'un obus de mortier frappa directement son poste. L'arme qu'il servait était chargée de munitions M1A1. Le capitaine Richard Hollings, l'officier de l'ordonnance à l'origine du programme, resta dans l'armée après la guerre. Il atteignit le grade de colonel et poursuivit une carrière dans la recherche et le développement des munitions jusqu'à sa retraite en 1968. Dans une correspondance privée avec d'autres officiers de l'ordonnance, à lettre versée aux archives de l'Army Heritage and Education Center en 2012, Hollings exprimait son amertume face au classement et à l'abandon du programme M1A1. À ses yeux, cette munition représentait une avancée majeure de la puissance de feu de l'infanterie qui méritait d'être approfondie plutôt que reléguée dans l'oubli. Les équipes de mitrailleuses qui utilisèrent les M1A1 en combat développèrent pour ce système un respect proche de la dévotion. Les témoignages recueillis dans les années 1980 et 1990 évoquent systématiquement l'impact psychologique d'avoir enfin des munitions capables de détruire les abris et le camouflage dont les défenseurs japonais tiraient un avantage décisif. Un vétéran interrogé en 1994 résuma l'expérience en une phrase. Pour la première fois, on pouvait riposter et leur faire vraiment mal. Pas seulement les clouer au sol, leur faire mal. Plusieurs milliers de soldats américains tirèrent tard des cartouches M1A1 entre novembre 1944 et août 1945. La plupart n'en connurent jamais la désignation officielle. Pour eux, c'était le nouveau truc, les cartouches du tonnerre, ou, plus souvent encore, tout simplement, les bonnes munitions. Ce que tous savaient, en revanche, c'est que ça fonctionnait, là où les munitions ordinaires échouaient. Les soldats qui tirèrent ces cartouches explosives dans les jungles du Pacifique et les grottes creusées dans la roche volcanique faisaient plus que combattre un ennemi. Sans le savoir, ils testèrent sur le terrain une technologie appelée à influencer le développement des munitions pendant les 8 décennies suivantes. Ils démontraient qu'innover ne signifie pas toujours inventer une arme entièrement nouvelle. Parfois, il suffit de forcer une arme existante à faire quelque chose d'inattendu. Si cette histoire t'a appris quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale que tu ignorais, alors elle a rempli son rôle. Ces récits méritent d'être transmis. Chaque cartouche tirée, chaque tunnel effondré, chaque soldat rentré chez lui parce que quelqu'un, quelque part, a trouvé un moyen de lui donner un avantage. C'est cela qu'il faut retenir. Et c'est cela qui mérite d'être raconté.